Buongiorno tifosi. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'historique, la création de la Super League. C'est un tournant dans l'histoire. C'est comparable à la constitution de la FIFA ou au changement du format entre la Coupe des clubs champions et celle qu'on connaît aujourd'hui comme la Champions League. C'est vraiment là que les choses changent. Beaucoup n'ont rien compris en fait. Ça a déjà changé, c'est déjà fait, ça sera déjà changé. Beaucoup pensent qu'il y a encore des négociations et tout, mais non les gars, en août, ça démarre. Et on va voir ensemble aujourd'hui avec vous un peu d'historique sur la création de cette Super League, un peu les événements qu'on a vécu ces jours-ci, le format de cette nouvelle ligue et aussi quelques considérations d'ordre personnel. En effet, 12 équipes en Europe ont décidé de créer leur propre ligue allant concurrencer la Champions League. Il y a eu de la polémique, aujourd'hui tout le monde crache sur tout le monde, même les politiciens s'en mêlent parce que ça touche à l'économie de leur pays. C'est le chaos qui explose dans le monde du football. Tout d'abord, merci de mettre un like sur ma vidéo si vous aimez le contenu que je vous fournis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche, en effet l'algorithme, et à laisser des commentaires. En effet, l'algorithme YouTube, il va calculer tout ça, like, commentaires, abonnement, et va se dire que mes vidéos sont intéressantes, donc les proposer à du nouveau monde, donc n'hésitez pas à m'aider à booster cette chaîne. Allons-y avec le générique. Donc tout d'abord, la polémique a explosé le 18 avril, il y a 2 jours. Il est inutile de dire qu'en Italie, la polémique a été concentrée sur la Juventus et sur la personne d'Andrea Agnelli, même si au final, en Italie, c'est Milan, Juventus et Inter qui participent à cette Super League. La seule petite polémique qu'il y a contre l'Inter, c'est que ça a été dit, bah ouais, ils ne payent pas leur salaire, ou encore peut-être que comme ils vont gagner ce championnat-là, peut-être qu'on veut leur retirer. Dans tous les cas, c'est toujours la Juve qui est la coupable, la méchante, les voleurs, maintenant aussi les bobos qui se font leur propre championnat. En gros, voilà, la Juventus, toujours, on crache dessus. Et pour démarrer cette vidéo, j'aimerais commencer par le dire que le football, c'est un business. Ça n'est pas devenu un business à partir du 18 avril, ça l'était déjà, ça fait des décennies que le football est un business du domaine de l'entertainment. Donc les clubs sont là pour amuser les spectateurs, les supporters, pour faire parler, pour faire couler l'eau, pour générer du clameur média, tout ça les gars, c'est du business. Donc la chose que j'aimerais dire en amont, que vous soyez ok ou pas ok avec cette nouvelle ligue, sachez que tout ce que vous entendez sur la presse, les gens qui sont pour ou des gens qui sont contre, qui parlent sur cette Super League, le font pour des intérêts économiques. Oui, ceux qui font la Super League le font pour des intérêts économiques et ceux qui s'opposent à la Super League le font aussi pour des intérêts économiques. Ne vous faites pas berner par les beaux discours, oui, ça tue le foot c'est un sport, c'est les supporters des petites équipes. Non, c'est toujours des intérêts économiques. Ils font de la démagogie en se servant des raisons du peuple, si je peux me permettre, mais au final, c'est toujours des intérêts économiques qui sont derrière. Même le PSG qui ne participe pas à ce jour, ça peut changer, mais le fait pour des intérêts économiques, je vais l'aborder plus tard dans la vidéo. Et donc, depuis quelques années, les big teams d'Europe se sont rendus compte qu'ils tirent la charrette tout seuls et qui, entre guillemets, font aussi le travail pour les petites équipes. Donc, si les droits des championnats italiens, espagnols, allemands, anglais sont vendus dans le monde entier, certainement pas pour le Crotone, pour le Spezia ou pour, quand sais-je, une petite équipe française ou une petite équipe espagnole. Les gens veulent voir le foot des grands champions, dans Cristiano Ronaldo, dans Messi, dans Haaland, maintenant dans Mbappé. C'est la lumière des grands clubs qui illumine par ricochet les petits. Et ça, les grands clubs s'en sont rendus compte. Je vous propose un petit exercice pour vous faire comprendre. Imaginons un tifoso asiatique ou un tifoso sud-américain. Lui, il va regarder sur la totalité des matchs, peut-être 70%, il va regarder le match d'un big team contre un big team. Je sais pas, un Inter-Juventus. Disons qu'il a 25% de chance de regarder un match de l'équipe qu'il suit, par exemple la Juventus contre une petite équipe, disons le Crotone, mais il a sûrement que 5% de chance de regarder un Spezia Crotone, donc il va sûrement pas s'intéresser à une lutte pour la non-rétrocession de deux petites équipes. Et donc ça, c'est pour les équipes étrangères, mais il y a aussi du rechangement générationnel dans les tifosi, ça vous saviez peut-être pas. Donc de père en fils, ça se transmet, oui, le fait d'être tifoso d'une équipe, mais aussi les clubs font du marketing aujourd'hui pour attirer des nouveaux tifosi chez eux. Et on s'est aperçu que les usages médias, toute notre vie, en fait, notre vie est cadencée
à un rythme qui fait que le tifoso moyen, plutôt jeune aujourd'hui, ne va peut-être même pas regarder un match en entier, mais va regarder soit les derniers 15 minutes pour voir comment ça se finit, ou va même regarder souvent les highlights. Oui, ça tue le foot, mais c'est pas un problème du foot en lui-même, c'est un problème qu'aujourd'hui notre vie, elle va à une vitesse ahurissante. D'ailleurs, les grandes entreprises de l'entertainment, je peux vous citer des Netflix ou des autres plateformes VOD, mais aussi les réseaux sociaux eux-mêmes, leur fonds de commerce, c'est vous et moi, oui, mais c'est notre temps. D'ailleurs, même YouTube, aujourd'hui vous êtes là, YouTube est en train de quelque part utiliser votre temps parce que vous m'écoutez, et ce temps est monétisé par de la pub et par des autres choses qui sont derrière. Donc moi je gagne encore rien parce que ma chaîne est hyper petite, sachez-le, mais dans tous les cas, je vous parle du système au global. Aujourd'hui, ces entreprises-là veulent acheter notre temps. C'est ça leur fonds de commerce. Et donc le foot, il faut qu'il se positionne dans ce nouveau monde. Aujourd'hui, on ne peut plus peut-être proposer un produit à faible valeur ajoutée comme il peut l'être un championnat où la seule valeur est apportée par les big matchs. Alors je vous dis pas soyez d'accord avec ça, moi je vous dis comment marche le monde en ce moment. En plus, je travaille un peu dans ce monde-là de l'entertainment, et donc le foot, pour malheureux que ça puisse être, elle doit coller à ce nouveau système, autrement le foot mourra. La réflexion de base de ces 12 équipes est donc de fournir un meilleur produit aux broadcasters qui soit plus exploitable au niveau mondial sur vaste échelle. Donc la Champions League, elle fait déjà ça. Par contre, le problème de la Champions League, c'est qu'elle est très espacée dans le temps. Elle n'est pas en continu comme un vrai championnat. Imaginez-vous un championnat où dans la même journée, entre un mardi et un mercredi comme aujourd'hui la Champions League, et que dans ces 2 jours, vous ayez le choix de regarder Juventus Inter, Chelsea Atlético Madrid, Real Madrid Manchester City. Voilà, c'est un championnat qui propose beaucoup de choix dans un court laps de temps. Je pense même pas une seconde qu'il y a 2 matchs qui vont se chevaucher dans ce nouveau format, parce que comme dit, l'habitude ça va être de nous garder collés à l'écran pour le plus grand bonheur de nos femmes. Mais dans tous les cas, il est clair que le produit il est beaucoup plus attrayant dans ces termes-là qu'une Champions League où la plupart des matchs, et surtout dans la phase de poule, ne sont pas intéressants et sont suivis peut-être que par les supporters aguerris d'une équipe. Donc après ce bref excursus sur le monde de l'entertainment, j'aimerais parler un peu d'historique. Je vais le faire rapidement parce que je sais que ça peut être une partie saoulante, mais sachez que cette idée est née déjà en 1998 par une société italienne de Media Partners qui se demande si ça serait pas le cas de globaliser le foot et de créer un championnat européen. Et en juillet 2019, Florentino Pérez, il repêche cette idée du tiroir en faisant une déclaration disant que ça serait pas mal de créer une Super Ligue européenne. La UEFA dans tout ça essaye quand même, il faut le dire, la UEFA a essayé d'aller à l'encontre des requêtes des big clubs pour leur fournir un format qui leur fasse gagner à la fois plus d'argent et leur donne plus de visibilité. Et en août 2016, on a la réforme des compétitions de la UEFA et on passe, vous vous souvenez peut-être, de 3 places par nation à 4 places par nation dans la Champions League. Donc quelque part, on accueille plus de clubs, ça fait plus de matchs dans la phase de poule et ça donne aussi un peu plus de visibilité à plus d'équipes. En novembre 2018, vous vous souvenez peut-être de l'affaire Football League. Il y a des fuites comme quoi les clubs sont déjà en train de se parler entre eux pour créer une ligue à eux. Et on en arrive au 21 janvier déjà de cette année 2021 où la UEFA et les 6 confédérations continentales vont faire une déclaration s'opposant fermement à l'idée d'un championnat Super League dans le format qu'on va voir. On le rappelle, en septembre, Agnelli avait été vu aller dans les bureaux de AC Milan et en janvier, Florentino Pérez était venu à la Continas. On savait déjà pertinemment qu'ils étaient justement en train de parler de Super League. Aujourd'hui, on en a la confirmation. D'ailleurs, Florentino Pérez en est le président de la Super League et Andrea Agnelli est le vice-président. On en arrive au 18 avril 2021. Le jour que j'en suis sûr dans le futur sera rappelé comme le jour du schisme. Vous savez, comme le schisme entre l'église d'Orient et l'église d'Occident, ben là c'est pareil, c'est un schisme les gars. Donc il y a déjà un communiqué du UEFA avec les ligues nationales qui va s'opposer fermement à la Super League parce qu'ils savaient déjà que ça allait être annoncé dans les prochaines heures. Et à 22h30 aussi, l'ECA, la European Club Association, qui était présidée par Andrea Agnelli, va aussi
prendre ses distances de la Super League en faisant un communiqué mais non signé. Et d'ailleurs, André Agnelli, il va poser sa démission à l'ECA dans la même soirée, mais aussi de sa place au board de la UEFA. Donc Agnelli se tire carrément en arrière. Apparemment, il aurait aussi éteint son téléphone, du genre ne m'emmerdez pas. De toute façon, c'est fait. Et il y a l'annonce de la Super League, une annonce mondiale. Il y a le site, les réseaux sociaux et l'annonce qui sont sortis en même temps. Vraiment quelque chose de frappant qui devait choquer l'univers du foot. Et le message est clair, c'est le message, nous en août, on part avec ça. Deal with it. Faites-vous une raison en gros. Et donc c'est Florentino Pérez qui, avec un communiqué officiel, va annoncer la création de cette Super League fondée par 12 clubs européens. Il y a le Real Madrid, il y a le FC Barcelone, Atlético Madrid, il y a les Anglaises Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, et il y a les Italiennes Juventus, Inter et Milan. Ces 12 clubs sont nommés les clubs fondateurs et vont composer un socle dur de cette nouvelle Super League. C'est des clubs qui ne pourront jamais rétrocéder. Ils participeront toutes les années. On parle aussi des 2 Allemandes qui pourraient éventuellement être agrégées pour arriver à 14 et une entre la Roma et le Porto. Mais vous n'avez pas remarqué, il n'y a pas le PSG, ni d'ailleurs aucun autre club français. Notamment, on pensait que le PSG pourrait être intéressé à la Super League et il cartonne depuis des années. Maintenant, on se dit, c'est sûr qu'ils vont être dedans. Mais pourquoi ils ne sont pas dans cette initiative? Eh bien, vous savez que le patron du PSG, Nasser El-Khelaifi, il est aussi propriétaire de beIN Sport et beIN Sport vient de racheter les droits pour toute la Champions League à diffuser dans plusieurs pays dans le monde. Donc, quand je vous disais que le PSG a aussi des intérêts économiques à que la Super League ne se fasse pas, c'est de ça dont je parle. Ils ont investi beaucoup d'argent dans le droit de Champions League. Ils vont essayer de faire en sorte que la Champions League reste la compétition phare en Europe et dans le monde, parce que autrement, les droits de télé qu'ils ont achetés pour des millions ne vaudront plus grand chose aujourd'hui. Et donc, comment marche cette compétition? Donc, on a parlé des 12 clubs fondateurs. Ils vont peut-être monter à 15 dans les jours qui suivent. Mais en tout cas, il y aura 5 places dédiées à des équipes qui se seront qualifiées premières dans leur championnat national et donc qui seront là par méritocratie. Donc, on parle beaucoup de ce mot aujourd'hui, méritocratie, parce que les clubs fondateurs sont accusés de faire un championnat élitiste où les 15 plus grands historiquement en Europe se font leur propre championnat. Alors, si vous voulez mon avis, c'est vrai que 15 places fixes et 5, c'est peut-être un peu trop, c'est peut-être un peu abusé. Peut-être qu'entre 10 et 10, ça aurait été plus équilibré. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça prévoit 15 places fixes et 5 tournantes. Donc, il y aura 20 équipes. On va créer 2 poules de 10 avec un match d'aller, un match retour chacun. Ce qui permettra aux 3 premières équipes de chaque poule d'accéder à la phase finale de la compétition et à la 4e et 5e de se disputer la dernière place disponible. Donc au final, il y aura 8 équipes qui sortiront de ces phases de poule. Ces 8 équipes se confronteront dans des matchs à élimination directe aller-retour, sauf la finale qui va être un match unique. Mais alors, qu'est-ce qui change par rapport à la Champions League d'aujourd'hui où il y a aussi une phase de poule de 4 matchs avec des matchs aller-retour, ça fait 6 matchs par équipe, et aussi une phase finale avec des matchs aller-retour. Qu'est-ce qui change en fait? Pourquoi c'est besoin de créer un doublon quelque part de la Champions League? Eh bien, c'est que la phase de poule dans la Super League, avec des poules de 10 équipes, va garantir 9 matchs aller et 9 matchs retour avant une potentielle sortie de l'équipe de la compétition. Donc là où une équipe avant dans la Champions League, elle faisait un minimum de 6 matchs, aujourd'hui elle va faire un minimum de 18 matchs, donc le triple des matchs qu'il faisait avant, ce qui veut dire qu'elle va jouer plus, elle va gagner plus des droits télé qui seront vendus. Donc au final, au minimum, on va disputer 18 matchs contre les 6 de la Champions League. Et on parle pépette aussi les gars, parce que on est là pour ça, les membres fondateurs, rien que pour avoir adhéré à cette nouvelle Super League, ils vont toucher 300 millions. Vous imaginez au temps du Covid aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente comme argent pour un club? Je vous rappelle que le bénéfice de la Juventus, qui est la première équipe italienne, aujourd'hui il est aux alentours de 300, donc ça va doubler juste leur chiffre d'affaires annuel. Et l'Inter et le Milan, qui sont un peu moins en chiffre d'affaires, ça doit être aux alentours de 250-200, je me souviens plus trop. Mais en tout cas, ils vont avoir un boost considérable. Et cet argent, il est donné pour se préparer à la Super League, parce que si tout
toutefois on a la Super League et les équipes continuent, on le verra après, à participer au championnat national, ça veut dire que forcément ils devront avoir des formations plus amples, parce que là ça voudra dire carrément jouer tous les 3 jours, un peu comme il est arrivé aujourd'hui en temps de Covid. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui les formations elles sont prévues pour jouer une fois par semaine et de temps en temps une fois tous les 3 jours, mais c'est clair que les équipes elles devront grandir en nombre. Donc revenons-en à l'aspect un peu économique de la chose. Comme je vous ai dit, les grandes équipes ont l'impression de tirer la charrette aussi pour les petites équipes, mais aussi à l'histoire de la FIFA. La FIFA est une confédération finalement de clubs qui s'occupe de gérer les compétitions et de gérer le football au niveau mondial, mais la FIFA n'est pas instituée par droit divin en fait. C'est juste une organisation qui est censée aider les clubs, et aujourd'hui cette aide coûte aux clubs parce que les droits télé sont payés à la FIFA et la FIFA redistribue ces droits télé aux équipes en fonction de leur présence dans une compétition, de leurs résultats, mais garde une commission pour elles. Donc les clubs quelque part se disent mais pourquoi on paye pour un service qu'aujourd'hui on pourrait réaliser nous-mêmes? L'organisation, le marketing d'une compétition, on pourrait le faire nous-mêmes. Et donc quelque part, plus qu'un coup d'État, est-ce que c'est pas une révolution qui vient du bas de sociétés qui se sentent désabusées par la FIFA? Et oui, parce que prenant en considération ce que la FIFA fait aujourd'hui, elle prend de l'argent aux clubs pour une valeur ajoutée que les clubs n'estiment peut-être pas être là. En plus, la FIFA pique les joueurs des clubs pour les matchs des équipes nationales, alors quand c'est Coupe du Monde, Euro, on est tous contents, ça nous va très bien. Par contre, comme il s'est vérifié cette année, quand c'est des matchs soit amicaux, soit de la Nations League, voilà, on ne voit pas trop l'intérêt de ces matchs-là. Il y a eu beaucoup de joueurs qui se sont blessés ou qui se sont positivisés au Covid pendant les pauses pour les équipes nationales, et ça, les équipes, ils perdent tout parce que la FIFA n'indemnise pas les clubs. En fait, il existe une règle, la FIFA indemnise les clubs à partir du 30e jour d'une blessure. Donc si le joueur se blesse pendant 3 semaines, le club il touchera rien, il aura perdu son joueur, quelque chose qui ne la regarde pas, parce qu'on peut être cynique, les clubs n'ont aucun intérêt forcément à que l'équipe nationale se qualifie. C'est neutre quoi, on peut être tifoso de sa propre nationale, mais rien à part ça. Économiquement, le club n'en tire aucun avantage. Par contre, ils perdent beaucoup d'argent si un joueur se blesse pendant les pauses nationales. Et donc il y a aussi les États qui s'en mêlent, beaucoup de politiciens dont Emmanuel Macron ont fait leurs considérations. Alors on peut comprendre la position des États parce que ça touche à l'économie. Sachez que le football en Italie, ça représente 1% du PIB, ce qui est énorme, c'est un tout petit marché, mais pour vous faire un exemple, c'est plus du cinéma. Le football en Italie rapporte plus que l'industrie du cinéma. Et donc les États nationaux se voient en face cette possibilité de perte économique parce que forcément les championnats nationaux, ils vont perdre d'importance vis-à-vis de la Super League. Mais c'est pas tout en fait, parce que la vraie à être menacée, c'est la FIFA. Souvenez-vous, la FIFA qui gère la Champions League, la Super League allant remplacer la Champions League va perdre 15 ou 20 de ses clubs les plus forts. Donc ça va être la fin de la Champions League, soyons clairs. Les championnats nationaux, de leur côté, ils peuvent continuer à garder Inter, Milan, Juventus et les Arsenal, Manchester City. Là, ils ont fait le choix de les menacer d'exclusion. Ça, c'est une autre histoire. Les clubs n'ont jamais dit on participe pas aux championnats nationaux. Ils ont juste dit ben nous on crée notre Champions League en fait. Donc là, c'est les ligues nationales qui menacent ces clubs-là de les exclure des compétitions nationales. Donc le fait de disqualifier les équipes qui participent à la Super League dans les championnats nationaux, on pourrait penser qu'elle est légitime, mais je vous rappelle qu'il n'y a aucune règle qui empêche une équipe de participer à un tournoi. On fait des tournois dans l'été pour s'entraîner et pour faire des matchs amicaux. Ça n'a jamais été un problème pour la UEFA. Le problème, c'est que là, la Super League, elle va carrément remplacer la Champions League. C'est pour ça que la UEFA râle et qui menace de sortir aussi des compétitions nationales. Si les équipes de la Super League ont décidé ainsi, c'est qu'ils savent que dans le règlement, il n'y a rien qui les empêche de le faire. Et donc, je disais, la UEFA, à part empêcher les équipes de jouer dans les tournois nationaux, elle fait une autre menace assez voilée, c'est de empêcher aux joueurs des équipes qui participent à la Super League, donc un Cristiano Ronaldo, Messi, Dybala, tous en fait, ils seraient exclus des compétitions nationales FIFA. Et donc, pas de Coupe du Monde et pas d'Euro. Voilà, ça serait clairement un gros coup dur pour l'image de la Coupe du Monde et de l'Euro. Donc, je pense pas une seconde qu'ils vont faire ça parce que déjà, ils perdent de l'argent avec l'exclusion de ces clubs de la Champions League. Ils vont pas non plus amoindrir l'effet d'un Euro ou
d'une Coupe du Monde en enlevant tous les joueurs phares. À mon avis, ça serait un suicide sur le suicide. De leur côté, la force de ces clubs-là, c'est que justement, ils détiennent les prestations sportives de grands champions. Vous imaginez, vous, un Salah ou un Messi quitter leur club d'appartenance pour aller jouer dans une équipe UEFA, parce que ça va être ça, Super League contre UEFA. Et je sais pas moi, aller jouer au Getafe ou au Strasbourg, moi je pense que les joueurs, ils vont toujours être focus sur ce que leur apportera plus d'intérêt et d'un côté économique et d'un côté sportif. Donc c'est clair que cette bataille, la Super League l'a déjà gagnée. Pour moi, la Super League, elle est déjà en position de force parce qu'elle détient les prestations des joueurs et parce que la UEFA, à part les exclure du championnat national ou d'exclure les joueurs de la Coupe du Monde et de l'Euro, ne peut rien faire. Mais ni l'un ni l'autre sert les intérêts de la FIFA. S'ils excluent les clubs des championnats nationaux, ceux-là, ils vont perdre encore plus de valeur. S'ils excluent les joueurs de la Coupe du Monde ou de l'Euro, ça va perdre encore plus de valeur. Donc la UEFA, en ce moment, elle est avec le dos au mur. Il y a une nouvelle compétition qui est déjà là, qui va déjà se produire en août et ne savent pas quoi faire. Ils peuvent essayer de menacer, mais ne peuvent pas faire grand-chose d'autre. Ils devront s'adapter. Et donc, on en vient à l'aboutissement de qu'est-ce qui va se passer maintenant. À mon sens, il y a deux voies. Soit une cassure directe totale, il y aura l'exclusion des clubs de championnats nationaux. Je pense pas qu'il y aura l'exclusion des joueurs de la Coupe du Monde et de l'Euro. Ce serait vraiment trop. Et donc, ça sera d'une part la création d'une Super League qui va servir à la fois de championnat et de Champions League, à voir si le format ne pourra pas changer. Et de l'autre côté, des championnats nationaux qui seront orphelins de Inter, Milan, Juventus et toutes les autres grandes équipes d'Europe et qui devront donc s'adapter. Mais ça pourrait aussi être un avantage pour eux parce qu'une fois enlevé les grandes équipes, les moyennes petites auront plus de chances d'accéder à une Ligue des Champions ou à une Europa League qui seront certes avec un blason moins important qu'une Super League, mais les petits clubs pourraient aussi en tirer leur avantage. Deuxième option, c'est une négociation et ça c'est à mon sens la chose qui va se produire, c'est-à-dire que carrément la Super League va remplacer la Champions League et que ces équipes-là seront quand même acceptées dans les championnats nationaux. Vraiment, je pense que ça perdrait trop de valeur de voir une première ligue sans 6 de ces clubs les plus blasonnés. Ça n'aurait aucun sens. Et je vous laisse avec une considération finale qui reprend un peu mon discours du début. Nous avons toujours 24 heures dans notre temps. Avec toutes ces entreprises qui déjà essaient de monopoliser notre temps, est-ce que dans 20 ans, le foot sera autant suivi que ça l'a été par exemple au temps de ma jeunesse, dans les années 90-2000? Est-ce que le foot va perdurer? Qu'est-ce que les clubs doivent faire pour faire perdurer le foot? Quand on parle de progrès, je fais toujours le même exemple. Quand les voitures ont été inventées, forcément il y a eu des malheureux. Il y a eu les marshals ferrants qui se sont vus peu à peu appauvrir. Il y avait beaucoup moins de clients qui venaient ferrer leurs chevaux. C'est sûr que ça a été un changement, mais le marshal ferrant stupide, lui, râlait. Il disait « Oh, ces voitures, ça va nous tuer notre business et tout ». Mais le marshal ferrant intelligent, lui, il se formait à la mécanique et allait construire des voitures. Il devenait peut-être ingénieur. Donc les gars, tout ce qui nous arrive dans notre vie, des fois, c'est pas de notre faute, c'est pas de notre fait. Par contre, nous, ce que nous pouvons faire, c'est avoir une attitude positive, prendre ce qui nous arrive et qui n'est pas de notre fait et en faire une force. Je dis toujours que la vie, c'est pas attendre que l'orage passe, mais c'est apprendre à danser sous la pluie. Avec ça, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'en ferai sûrement d'autres parce que j'ai encore plein de choses à dire vis-à-vis de la Super League. Le but n'était pas de vous convaincre que c'est une bonne idée, c'était de vous donner mon point de vue en tant que je suis un peu dans le marketing et dans la stratégie produit, donc je vois un peu où va le marché en ce moment, mais je vous prie de vous forger votre propre opinion et n'oubliez pas, ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre, ils ne parlent que par des intérêts économiques. Ne vous faites pas berner avec de la démagogie et avec des beaux discours sur les valeurs du sport. Je vous rappelle toujours, n'oubliez pas de liker cette vidéo si le contenu vous a plu, les réflexions que je vous ai amenées, à laisser un commentaire. Et là, j'espère que je vais avoir pas mal de commentaires parce que c'est un sujet de débat, donc j'ai hâte d'écouter ce que vous avez à dire. Que vous soyez d'accord avec la Super League ou pas, c'est pareil, on peut se confronter. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo avec vos amis francophones qui suivent le foot. Cette fois, c'est pas quelque chose qui regarde uniquement la Juventus, mais vous pouvez l'envoyer à n'importe qui suit le foot de façon globale. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche, ainsi vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais poster sur cette chaîne. Merci à vous, ça a été un peu long, mais j'espère que vous avez aimé. Je vous dis à la prochaine. Ciao!